Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Loïc Dachary et donc nous allons enregistrer et nous enregistrons avec vous une conférence et une discussion autour du cloud. Donc on va discuter un petit peu de ce dont il s'agit et de la manière dont ça se met en place. Alors je vous indique un petit peu, Loïc c'est un des grands pontes du libre en France, un membre émérite de l'April, c'est le moins qu'on puisse dire, végétarien du libre, la tête dans les nuages depuis 2012. Et puis, donc, nous avons Luc aux manettes qui va enregistrer et mettre en forme, et Yann et Nicolas qui seront là et qui vont regarder avec nous et discuter éventuellement de tout cela. Loïc, alors, le cloud, de quoi il s'agit? Alors le cloud s'est présenté souvent par un discours marketing plutôt assez compliqué, où si on découpe ce slide-là en 12 heures de conférence, et ben, après on sort avec mal à la tête et on n'a rien compris du tout. Donc moi je vous propose plutôt un découpage beaucoup plus simple, où il y a 3 composants dont on entend parler assez souvent. C'est le composant de base qui est au niveau bas, qui est IaaS, Infrastructure as a Service, par-dessus lequel on trouve le PaaS, Platform as a Service, ou bien le SaaS, Software as a Service. À ce service, comme un service, c'est-à-dire quelqu'un vous rend ce service-là? Mais oui, en fait, le Software as a Service, on pense immédiatement à Google Mail, ou tous les services en fait, qui ne tournent pas sur notre propre machine. Le PaaS, c'est encore quelque chose d'autre qui est plus technique. C'est là où des développeurs ils vont mettre leur morceau de logiciel pour qu'ils soient exécutés dans un environnement coucouné où ils n'aient pas à se préoccuper de problèmes d'installation. Ces 2 choses-là, on ne va pas en parler là. C'est des choses qui sont plus haut niveau. Ce dont on va parler, ce qui est vraiment intéressant, là où il y a une vraie révolution qui se passe, c'est l'IaaS, l'Infrastructure as a Service. Et là, on pense à OpenStack, qui est un ensemble de logiciels qui fournit ce service-là et pas du tout des services applicatifs destinés aux utilisateurs. Donc là, on découpe le débat donc en trois grandes parties. D'abord, pourquoi c'est une révolution, pourquoi on a envie d'en parler, pourquoi on a envie de décrypter ce truc marketing, pourquoi ça vaut le coup. Ensuite, pour mettre les pieds dans le concret, on va faire une démo live de OpenStack. On va montrer concrètement ce que c'est. En fait, on peut le montrer parce que ce n'est pas si compliqué que ça. Et à la fin, comme c'est un objet technique nouveau, il a évidemment des conséquences sociétales et on va essayer de couvrir celles qui nous paraissent à nous, les citoyens et engagés dans le libre, les plus importantes. Le cloud, peut-être que le terme lui-même, il a un sens pour toi? Aujourd'hui, non. Et en fait, c'est une des grosses difficultés du cloud. Comment on peut l'expliquer? Moi, j'y crois. Je me dis, oh là là, c'est un truc formidable. Mais imagine, là maintenant, on est tous les pieds dans l'Internet. Imagine, tu voyages dans le temps, tu vas voir quelqu'un en 1990, tu essayes de lui expliquer, l'Internet, c'est formidable, ça va changer la société. Tu serais capable de le faire? Tu serais capable de convaincre une personne qui n'a jamais vu 2 ordinateurs connectés que l'Internet va révolutionner la société? Il va te dire, ah ouais, ce serait sympa, mais bon, finalement, ouais, on peut déjà les connecter. Mais il se passe quelque chose d'autre. Donc, dans le cloud, en fait, on est un petit peu dans cette position-là de pré-révolution où il faut trouver des raisons d'y croire. Alors, moi, je ne sais pas si vous y croyez. Si on est là tous les 4, tous les 5, c'est probablement qu'on y croit un petit peu de façon confuse. Mais alors moi, j'ai une raison d'y croire. Comme je suis un développeur, ce qui me fascine, c'est qu'on puisse manipuler des machines comme on manipule des entiers. Donc là, j'ai mis un morceau de code. On a dans la première ligne, create instance égale max count égale 1. Ça, c'est typiquement ce que fait un programme. Il fait une comparaison de nombres et puis il le stocke dans une variable. Voilà, là, on a l'habitude. Et juste en dessous, ce qu'on voit, c'est self-create instance qui se met dans une variable instance. Ça, c'est une machine. Et en fait, ils sont traités au même niveau. Alors, ça paraît complètement anodin. Mais elle revient dans l'idée de tu es là maintenant, de retour en 1990, et ce que tu vas dire à la personne, c'est connecter tous les ordinateurs ensemble, ça va faire la révolution. Finalement, c'est un truc technique. Et tu n'as pas expliqué grand-chose. Donc moi, ma raison d'y croire, c'est faire des machines comme si c'était des entiers et les manipuler pareil, c'est ma raison d'y croire. Tu prends de la hauteur, tu atteins les nuages, et toi, en tant que programmeur, tu programmes des machines, enfin la mise en place de machines. Ben oui, c'est la virtualisation, c'est
Alors, je ne sais pas si toi, tu fais ça tous les jours aussi. Ah oui, c'est quelque chose qui est courant dans l'industrie, d'avoir ce besoin de machines et de pouvoir, pour pouvoir déployer des applications. Et la problématique, effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment on est vers des logiciels qui demandent de plus en plus de ressources, de plus en plus de machines, et justement de décentralisation. Et que si on n'a pas ces outils cloud, on ne peut juste rien en faire. Enfin, c'est pas possible de gérer ce genre d'architecture. Alors finalement, toi, tu y crois, cette révolution du cloud? Ah, mais complètement. Et si tu devais l'expliquer à quelqu'un, tu lui dirais quoi? Tu lui dis, moi j'y crois parce que... Ouais, c'est aujourd'hui la problématique du cloud, et en plus que le terme est devenu un terme marketing qui est assez trompeur quand on le voit dans la presse ou dans des brochures commerciales. Le cloud qu'on entend beaucoup parler n'est pas le vrai cloud au sens ce que permet de faire OpenStack, et le terme est complètement détourné. Ouais, donc évidemment, pour toi, c'est sa réalité technique qui te C'est vraiment la réalité technique. Ce qu'on peut entendre au quotidien sur le cloud est souvent relativement faux et plutôt trompeur. De manière amusante, moi je retournerais peut-être dans les années 70 et 80, où les gens ils avaient un terminal qui se connectait à quelque chose et ils faisaient leur travail depuis le terminal et ça l'envoyait ou quelque chose. Et ils récupéraient sans savoir vraiment ce qui se passait derrière. Et j'ai un peu cette impression des fois, quand on est dans les nuages, on n'est plus à vraiment s'occuper de ce qui se passe. Il y a quelqu'un, il y a des spécialistes, il y a des techniciens qui s'en occupent pour nous. Et nous, on est un peu utilisateurs de loin. Et on a juste un câble, un tuyau qui nous relie entre eux. C'est juste une analogie, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Mais quand tu es au niveau software as a service, c'est très sensible. Tu as l'impression, par un clic, de déclencher une montagne d'opérations qui t'échappent complètement, qui sont complètement opaques. L'intérêt, je pense, de se pencher sur l'infrastructure as a service, c'est que là, en fait, tu décryptes tout le mécanisme et aussi que tu te l'appropries. Et je ne sais pas si toi, Johan, tu as une expérience du cloud? Non, j'ai pas d'expérience du cloud, mais c'est vrai que il y a un côté un peu magique avec ça. Effectivement, de voir que ce qu'on fait en soft, on va pouvoir le faire en infrastructure, avec les machines, quoi. Aussi une telle facilité. Donc non, je maîtrise pas, mais j'ai hâte de découvrir et de voir ce que c'est. Ben justement, ça fait un super enchaînement avec la deuxième partie où on va le mettre les doigts dedans et on va faire une live démo. Donc, alors, l'idée de cette live démo, c'est de prendre un exemple qui serait un entrepreneur qui est dans son garage et il a imaginé faire un jeu WebGL. Un jeu WebGL, c'est je fais de la 3D dans un browser web. Aujourd'hui, c'est possible avec cette technologie WebGL. Browser, navigateur. Un navigateur web, pardon. Et donc, ce jeu-là, il a cette tête-là. Donc, ça s'appelle MIOP, Monster is Other People. Les monstres, c'est les autres. Et donc, on démarre. Et donc, l'idée, c'est qu'on a des petites créatures. Donc, un œil ici. Des petites créatures qui s'attachent à l'œil. Et leur objectif, c'est d'encercler une cible. Donc, on fait un train de petites créatures comme ça qu'on traîne, et on va choper la cible et on l'encercle. Et quand on a réussi à l'encercler, et paf, on change de niveau et on level up. C'est un jeu à 2 francs, c'est un jeu web, mais c'est super sympa, on a de la 3D dans le web. Donc ça, notre entrepreneur, il a fait ça, il est super content, et il se dit, maintenant, je vais en faire une entreprise. Je vais faire une entreprise web avec ce jeu-là, recruter des utilisateurs pour pouvoir faire une ladder qui compare leur score, faire un classement qui compare leur score et peut-être leur vendre des items virtuels, leur vendre un abonnement, etc. Alors, la façon dont ça apparaît dans la tête du développeur, c'est, je l'ai exemplifié comme ça. Bon, je vais aller dans le cloud parce que c'est moderne et donc je vais choisir un provider de cloud. Là-dessus, je vais développer mon application, je vais la déployer. Donc ici, je vois la personne qui arrive. Et quand il y a un visiteur qui vient consulter mon application, paf, mon provider de cloud, là, le petit truc qui se développe, c'est une ressource qui va s'occuper de cette personne-là. Évidemment, quand mon visiteur il s'en va, cette ressource-là, elle me coûte. Donc moi, je voudrais que mon fournisseur d'informatique en nuage,
il supprime pour moi, donc là c'est ce qui se passe, qui supprime la ressource qui ne sert plus à rien et qui me coûte de l'argent. Et hop, elle disparaît et du coup j'ai un coût minimum. C'est ça qui me séduit dans les nuages. Et quand j'ai plein de visiteurs, à ce moment-là, mais juste au moment où j'ai plein de visiteurs, et c'est ce qui se passe dans ma tête comme je le montre à l'écran, à ce moment-là, il y a plein de ressources qui se créent, mais comme j'ai plein de visiteurs, j'ai assez de ressources j'ai assez d'argent, assez de ressources pour pouvoir payer toute cette infrastructure. Peut-être pour faire le parallèle avec la manière ancienne de faire, sur les anciens systèmes, cette société aurait eu de plus en plus d'utilisateurs et donc aurait acheté de plus en plus de machines, aurait acheté de plus en plus de serveurs, ce qui lui aurait coûté de plus en plus cher. Et le jour où il y a une baisse d'activité, on peut plus se débarrasser des machines qu'on a achetées, on est obligé de continuer à les payer à vie. Et il n'y a pas cette flexibilité C'est ce qu'on appelle l'élasticité. L'élasticité du cloud. Et donc là, je me dis, je vais dans les nuages et puis je vais pouvoir avoir cette élasticité, comme je l'imagine dans ma tête, et je vais pouvoir aussi l'automatiser, c'est-à-dire qu'à un moment, je m'en occupe moi à la main, et puis après, je vais faire en sorte qu'un programme s'en occupe pour moi. Et donc ça va être la cadence de la live démo. D'abord, je fais les trucs à la main, et puis ensuite, je vais faire un programme qui montre comment ça se fait. Oui, Johan. Alors, quel est l'ordre de grandeur de temps pour ces ressources? C'est vraiment du direct? Ça se fait comme... C'est de quelques secondes. Voilà, d'accord. Oui. Quasiment On crée une machine en quelques secondes. Oui, alors c'est plus lent qu'une variable. Une variable, voilà, c'est beaucoup plus lent, mais c'est quelques secondes, c'est pas quelques heures. Okay. Donc, comme je suis cet entrepreneur fictif, c'est un développeur web, il a une idée d'infrastructure qui est assez classique. Et pour un technicien, on retrouve quelque chose de familier dans ce que je présente là. Et c'est l'idée, c'est de transposer une architecture familière dans les nuages, histoire de ne pas se perdre. Donc, on a les visiteurs tout en bas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur le game.com, qui est mon nom de domaine. Et là-dessus, ce jeu-là va être disponible parce que il va y avoir une adresse qui va me mener vers mon fournisseur de cloud. C'est une adresse IP. Cette adresse IP, elle va être portée par un proxy de haute disponibilité. C'est quelque chose qui va faire en sorte que si jamais une ressource tombe, il en trouve une autre. Et derrière ça, je vais avoir des technologies web courantes qui sont des serveurs PHP. Donc là, je vais en mettre deux. Comme ça, s'il y en a un qui casse, il y a l'autre qui prend le relais. Et les données de mon utilisateur, toute ma base utilisateur et puis mon classement, je vais le stocker dans une base de données MySQL que je vais redonder. C'est-à-dire que je vais mettre par paire. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai figuré 2 serveurs MySQL. Donc c'est cette architecture-là qu'on va déployer par la pratique dans le cloud, là maintenant. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va prendre une paire de clés. Quand on déploie des choses dans le cloud, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Donc d'abord, on obtient des clés, on va fabriquer des ressources qui vont nous permettre, et la paire de clés va nous permettre d'y accéder. Donc ici, je commence par me connecter à mon fournisseur de nuages, ici avec mon compte, et j'ai un panel web dans lequel j'ai le menu Access et Security, et tout en bas, je vais pouvoir lui dire, vas-y, fabrique-moi une paire de clés. Je vais l'appeler démo. Hop, ici, il me la crée. Et ici, il me permet de la télécharger. Donc, le nuage a fabriqué une clé, il me la donne, et ça me permettra ensuite de rentrer dans le nuage que je viens de créer. Bon, là, on n'a pas besoin de la créer, de la charger en vrai, parce que c'est tout préparé. Mais on a fait cette première étape indispensable. Deuxième chose, on va créer notre base de données. Alors, créer cette base de données-là, on veut 2 machines. Donc, on vient dans Image et Snapshot. On va choisir un disque, ici, un exemple de machine. Et on va lui dire, vas-y, lance-moi cet exemple de machine. Je vais dire que c'est une machine MySQL. Je vais lui donner une taille. Je vais choisir la clé qui me permet d'y accéder. Et j'ai dit que je voulais en lancer 2. Hop. Et je le crée. Alors ici, on voit dans le panel que les machines sont en cours de création. Là, viennent d'apparaître des adresses IP. C'est ce qui leur permet de dialoguer en interne. Alors, on voit que c'est des adresses IP qui sont privées. Elles sont à l'intérieur du cloud. On n'est pas du tout encore exposé sur le net. On reste à l'intérieur du cloud. On voit aussi des tailles de machines. Alors, évidemment, quand on est dans le cloud, plus une machine est grosse, plus elle est chère. Là, on en a choisi une qui est toute petite, de façon à limiter nos coûts. Et on choisit une machine qui est dimensionnée en fonction de nos besoins.
Lorsque on va déployer ici, on va faire en sorte qu'une des machines soit celle qui contient les données et sur laquelle on agit, et que l'autre soit une machine de secours. Donc les données vont transiter de la machine primaire à la machine secondaire à l'intérieur du cloud, et ça va pas nous coûter d'argent. A contrario, si on voulait accéder aux machines depuis le cloud, si on voulait servir des données depuis le cloud, si on voulait avoir des utilisateurs venant d'Internet, le fournisseur de nuages, il va nous faire payer les octets qui rentrent et qui sortent. Donc là, les machines sont créées, et pour les reconnaître l'une et l'autre, on va juste leur changer de nom. On va dire qu'il y en a une qui est la machine primaire, c'est celle qui va contenir les données, et l'autre qui est la machine de secours pour le cas où l'autre casse. Voilà, alors, on les a changés de nom. On peut maintenant aller voir la machine par sa console. Donc ici, on voit une console qui est en fait comme un écran d'ordinateur, sauf que là, c'est l'écran d'une machine virtuelle. On voit un écran de boot qui est assez rébarbatif, et tout en bas, on voit un login. On va pouvoir se connecter avec l'utilisateur Syros et le mot de passe CubeSwin parenthèse. Et voilà. Ici, on voit qu'on a une adresse à 10.1.0.0.1.3, et si on ping 10.1.0.5, on voit qu'on arrive à accéder à l'autre machine qui est la machine secondaire. Donc elles sont effectivement bien connectées. On a fait notre première étape, on a nos deux machines. Ensuite, notre base de données, on veut la stocker sur un disque. Ce disque-là, on veut qu'il ait des caractéristiques de redondance, de durabilité. On ne veut pas qu'il soit attaché à la machine qu'on vient de créer. On veut que si la machine, on veut la redimensionner, on veut prendre le disque et le mettre sur autre chose. Pensez à un disque USB qu'on met sur un laptop. C'est un peu la même chose. Donc ici, j'en ai préparé un. Il s'appelle MySQL Storage, et je vais le mettre sur le primaire. Donc j'édite les attachements de MySQL Storage, comme si c'était un disque USB, et je lui dis, tiens, va sur le primaire, j'attache, et il apparaît, hop, il est attaché à l'instance. Ça se fait dynamiquement, il n'y a pas besoin de rebooter la machine, comme sur un laptop. Si je reviens sur la console, je vois qu'il y a de l'activité sur la console, et si je demande avec la ligne de commande de me montrer s'il y a un nouveau disque, je vois sur VDB, je print, et je vois ici que j'ai DevVDB, un disque de 10 Go qui est celui que je viens d'attacher. Donc là, on a créé notre disque pour stocker les données, on a créé nos deux machines pour la base de données. On suppose qu'on va les nurser un petit peu, ces machines. On va installer une base de données MySQL. Et on peut passer à l'étape suivante, qui consiste ici sur le schéma, donc à créer des frontaux PHP. C'est là où notre appli web, elle va vraiment résider. C'est là où on va mettre notre programme web. Alors pour ça, on va faire quelque chose de légèrement différent. C'est-à-dire que on va créer une machine PHP. Mais l'idée, alors ici je la crée, donc toujours à partir du même template, je l'appelle PHP, je choisis sa taille, je choisis une clé pour pouvoir entrer dedans, je n'en lance qu'une seule, et c'est parti. En fait, mon idée ici, c'est que je vais installer cette machine PHP en vue de la dupliquer n fois. MySQL, là, j'en avais besoin que de 2, finalement. Mais pour absorber la charge, quand je vais avoir plein de succès, je vais devoir lancer un PHP, un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc, je vais installer le PHP aux petits oignons, je vais installer mon jeu là-dessus. Et une fois que j'aurai terminé, je vais faire ce qu'on appelle un snapshot, c'est-à-dire une copie de l'image au moment où j'ai fini de bosser, que je vais appeler PHP Snapshot, par exemple. Et je vais ensuite, donc il apparaît ici, je vais ensuite pouvoir booter depuis ce snapshot, comme je bootais depuis un CD quand on installe une machine pour la première fois. Donc pendant que ça se crée, on le voit ici,
ces QA, je peux aussi bien me mettre à préparer la création du dernier composant de mon architecture, qui est le proxy HA, qui va balancer la charge sur tous mes process PHP. On dirait intermédiaire, haute availability. Haute disponibilité, ouais, high availability. Donc celui-là, je vais le créer précisément. Voilà, j'ai un modèle qui m'a été fourni par mon fournisseur de nuages, qui est déjà là, qui n'est pas juste un système d'exploitation tout nu, mais qui est HAProxy Snap. Et donc, je vais lancer celui-là, ce qui va m'éviter de l'installer. Donc, je vais dire HAProxy. Alors ça, c'est une nouveauté du cloud. On voit beaucoup de machines préinstallées qui contiennent, par exemple, un WordPress ou un Git, un Redmine. Je donne des exemples qui ne sont pas super populaires, mais pour un développeur, c'est super intéressant. On n'a pas à installer tout ça. Donc là, cette machine-là, elle se distingue des autres parce qu'elle va être exposée au public. Donc, il va falloir qu'on sorte de cette idée de je suis qu'avec des IP privés. Il va falloir lui donner une IP publique. Pour ça, on va dans le panel Access and Security et on lui demande tout en haut Allocate IP to Project. On en prend une. Elle apparaît ici. Alors, pour les experts, en fait, c'est une IP privée, mais c'est pour les besoins de la démo. Donc, on va imaginer que c'est une IP publique qui est accessible de tout le monde. Et on va la mettre sur le HAProxy. Donc, on voit qu'ici, on pourrait la mettre sur le MySQL, sur le PHP. Mais non, on veut que, en fait, tout le trafic de nos utilisateurs arrive sur une machine désignée. Ici, je fais l'association entre cette IP. Voilà. On pourrait parler comme si tu rajoutais une carte au réseau et que tu branchais un fil sur cet ordinateur virtuel. Voilà, comme si on était connecté à un fournisseur d'accès Internet et qu'on branchait sur cette machine le fournisseur d'accès à Internet. Sauf que c'est dans l'autre sens. Alors pour protéger, quand on fait cette manipulation-là, donc on se met à être exposé sur Internet. OpenStack, par défaut, toutes les ressources, il les protège et il ferme le firewall de façon à ce que rien ne rentre. Alors nous, on veut accueillir nos utilisateurs quand même, donc on va dans ce qu'on appelle les security groups, on édite une règle qui consiste à faire un trou dans le firewall pour laisser les utilisateurs rentrer. Donc ici, on voit qu'on a fait un trou sur le port 80, qui est le port traditionnel des applications web. Donc de cette façon-là, on pourra venir consulter. Et vu qu'on a fini notre architecture maintenant, voilà, on a fait cette étape-là, on devrait pouvoir maintenant aller sur ce HAProxy et voir notre jeu web. Donc on va tenter le coup. Mais le voilà. Comment ça marche du premier coup? Comment ça va c'est fou, on dirait une démo qui a été préparée. Alors, maintenant, notre entrepreneur, il est super content parce qu'il a fait ses essais avec ses utilisateurs, son jeu, il est développé et il a des ambitions internationales. Donc, il va aller voir des investisseurs ou des porteurs de projets du genre Y Combinator où on peut rentrer quand on a une idée intéressante. Il est accepté. Donc, Y Combinator lui dit « mais c'est super, viens donc passer 3 mois à New York avec nous, je ne sais plus où ils font ça, mais aux États-Unis. En tout cas, il est obligé de sortir de France. Et il va aller chercher un autre provider d'informatique en nuage et il va répliquer son infrastructure tout comme à la main, tout comme il l'a fait là. Et il va pouvoir faire du load balancing, de la balance de l'équilibrage de charge sur entre ces deux clouds. Là-dessus, il finit par convaincre des investisseurs, ça marche d'enfer, et là, il se dit, maintenant, il faut passer à l'automatisation. Moi, je ne peux plus lancer des serveurs PHP comme ça à la main, c'est plus tenable, il faut que je fasse un programme. Eh bien, ça tombe bien, il a été initialement dans les nuages, précisément pour faire ça, et on va le faire rapidement. Donc, la première étape, c'est que là, on a fait tout à la main. Alors, on a vu qu'on s'était connecté.
quand il y a avec un utilisateur et un mot de passe. Quand il y a un programme, il va falloir lui donner aussi des crédentials. Il va falloir lui donner un moyen de s'authentifier auprès du nuage. Alors pour ça, on va dans le panel OpenStack, on va dans Settings et on voit OpenStack Credential et on télécharge un fichier qui est en fait un ensemble de variables et on va le donner à manger au programme qu'on va écrire de façon à ce qu'il puisse accéder au nuage, tout comme nous, on a pu le faire avec notre clé. Et on écrit ce petit programme. Alors que je décrypte ici ligne par ligne. Donc, notre petit programme, en fait, ce qu'on veut, c'est que quand il y a beaucoup de monde, il crée beaucoup de machines, et puis sinon, il les enlève. Donc, on commence par demander, ici, avec le curl silent server status, combien il y a de monde. Donc, on voit combien il y a de requêtes. Ensuite, on lui dit, mais combien de serveurs PHP on a? Et pour ça, on utilise la commande novalist, qui est donne-moi la liste de toutes les machines que j'ai, --name PHP. Bon, ça ne nous intéresse pas de savoir si MySQL il est là, on s'y attend, HAProxy aussi. Non, on veut tous les serveurs PHP qu'on a. Et ensuite, on a beaucoup réfléchi, on s'est dit, tiens, à chaque fois qu'on a 10 requêtes, on voudrait un serveur. Donc on dit, on voudrait ce nombre de serveurs en divisant le nombre de requêtes par 10. On affiche, pour les besoins de l'opérateur et pour les besoins de la démonstration, qu'est-ce qu'on voudrait et qu'est-ce qu'on a. Et si jamais, en fait, le nombre de serveurs qu'on voudrait est supérieur au nombre de serveurs qu'on a, on lance une machine. Ça se fait avec la commande nova boot, qui est, en fait, nova, je crée une instance. Et si jamais c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on a trop de serveurs, donc on est en train de consommer trop de ressources, repensez au schéma où il y a quelqu'un qui vient tuer les machines qui sont surnuméraires parce que ça nous coûte de l'argent, on fait nova delete PHP, on en supprime un. Donc on a écrit ce petit programme et puis on va l'activer, on va essayer. Donc avant ça, vérifier que la démo va marcher en regardant l'adresse IP des machines. Donc voilà, le HAProxy, c'est 10.1.0.7, tout va bien. Donc on vient dans le shell et on le lance ici. Là pour l'instant, il n'y a pas de charge, donc il a une requête. Il voudrait un serveur, il y en a un seul, tout va bien. Donc on va faire semblant que le site a beaucoup de succès en utilisant Apache Benchmark. Et pour stresser le serveur, de cette façon-là, on va voir le nombre de requêtes monter. Donc là, il en a 3. Donc on a dit que la limite, c'était 1. Là, il en a 30. Donc, paf, il lance un nouveau serveur. On retourne dans le panel. Et là, on voit qu'il est effectivement en train de lancer un nouveau serveur. Si on coupe les tuyaux, une fois qu'il a terminé de lancer le serveur, on va pouvoir le voir juste derrière, éteindre le serveur. Voilà, là, il a terminé de lancer le serveur. Ici, on le voit dans le panel. Et là, il voit qu'il y en a 2, il en veut un seul. Donc, il va le détruire et paf, il est détruit. Voilà, et donc là, on a une élasticité automatique, ce qui est l'essence du cloud. Et ce qui conclut la démonstration, qui finalement fait un tour de tout ce qui est techniquement important et possible dans le cloud, les briques de base à partir desquelles on peut imaginer comment ça va changer la société. Et ça fait l'introduction à la troisième partie. Je suis très impressionné et surtout, j'apprécie énormément la connexion que tu as vers des serveurs qui doivent être énormes pour héberger toutes ces instances. Je vois pas le fil. Comment tu te débrouilles? En fait, et ça c'est une des qualités de OpenStack, c'est que tout tourne sur un portable. C'est les nuages, toute l'infrastructure, on peut l'avoir sur son propre portable. C'est pas quelque chose qui est forcément à l'extérieur, ça peut aussi être à l'intérieur, ça peut être chez soi. Donc là, tu viens de créer des serveurs sur un petit ordinateur portable qui tient sur la table et qui n'est pas super lourd. Hein. Voilà. C'est ça. Oui, c'est de l'infrastructure, c'est la même infrastructure que celle qu'on retrouve chez des hébergeurs qui ont des centaines de machines.
Et pour rebondir là-dessus, un des avantages du cloud que moi je vois, et c'est plus pour la partie, on va dire, développeur, c'est justement la capacité de tourner sur des petites machines, des énormes machines, et juste à avoir à faire de la configuration de la taille des machines qu'on souhaite. Et on peut passer donc du coup d'environnement de développement à d'environnement de production. On peut passer sur de très petites machines à d'énormes clusters de serveurs. Et tout ça en n'ayant aucun risque. Enfin, c'est le même environnement partout, et c'est les mêmes scripts, c'est la même automatisation. Et ça apporte vraiment un gros plus quand on est développeur. C'est d'ailleurs c'est un plus en fait pour tout le monde, et c'est un des 2 enjeux identifiés par l'April. Au moment des présidentielles, l'April a envoyé un cahier très complet avec tous les enjeux liés au logiciel, en particulier sur le cloud, où était levée la nécessité pour chaque citoyen de pouvoir reprendre son nuage à l'endroit de son choix et au moment de son choix. Et pour ça, il faut qu'il y ait tous ces outils, comme tu dis. Le deuxième point qui avait été soulevé, c'est le chiffrement des données, parce qu'il y a une crainte légitime que les données qui sont dans le cloud puissent être vues par d'autres. Tout comme quand tu envoies une lettre par la poste, bah oui, le facteur, il peut la lire. Quand tu envoies tes mails dans le cloud, qui peut les lire? Donc les chiffrer, c'est un moyen de les envelopper. Là, ça veut dire que tu parles d'un nuage qui est fourni par des vendeurs de machines et des loueurs de machines. Donc le loueur de machines sur lequel tu vas créer 10 serveurs, 50 serveurs, 200 serveurs virtuels, ces loueurs, donc tu les payes et eux, ils contrôlent tout, ils peuvent aller voir dedans. Exactement. Et alors, en fait, là ce qu'on a vu à toute petite échelle, vu que c'est la même chose qui se déploie à grande échelle, le compte dans lequel on s'est connecté pendant la démo, c'est ce qu'on appelle un tenant OpenStack, un projet OpenStack. C'est en fait notre espace client. Il contient des machines virtuelles, il contient un espace de stockage, notre volume, il contient aussi un réseau, toutes les IP qu'on nous a données pour connecter toutes ces choses-là. C'est dans les mains du fournisseur et on le commande juste par l'interface web. Et l'idée, c'est que ce nuage-là, qui est le nôtre dans un environnement plus grand ailleurs, on puisse le ramener chez soi. Et donc, comme on a vu là qu'on peut le faire tourner sur son portable, l'idée, c'est, si on n'est plus connecté à Internet, de pouvoir ramener le cloud chez soi, pour pouvoir, par exemple, bosser dans le train. Tu t'imagines, tu ramènes tout ton nuage, et puis tu bosses dans le train, tu es complètement déconnecté. Et ça tire parti d'une propriété qui est assez remarquable, c'est la durabilité des machines virtuelles. C'est quelque chose dont on n'a pas tout à fait l'habitude. On a l'habitude de sauvegarder ses mails, de sauvegarder ses documents. Mais imagine un document de traitement de texte d'il y a 15 ans. Vraisemblablement, aujourd'hui, tu aurais vraiment du mal à l'ouvrir. Alors que si tu prends une machine d'il y a 15 ans et qu'elle a été virtualisée, à ce moment-là, tu peux la faire tourner. Alors, il y a une raison très conne à ça, c'est qu'il y a des gens, l'aérospatial, les militaires, le gouvernement, ils ont acheté des machines avec des contrats d'entretien sur 30 ans. Mais évidemment, les machines, elles sont toutes pétées, elles ne marchent plus, et puis ils ont besoin de migrer. Et donc, il y a des industriels, Red Hat, IBM, etc., ils ont développé des techniques de virtualisation pour virtualiser ces machines, pour leur donner une vie éternelle. Et quand on est dans le cloud, en fait, on bénéficie de cette durabilité tout à fait surprenante, qui est plus grande que celle de n'importe quel format de fichier, plus grande que la durée de vie de n'importe quel logiciel. Donc le fait de pouvoir ramener tout ça sur sa machine et de pouvoir faire tourner tout ça dans une machine virtuelle, ça donne la capacité de tourner son nuage à l'endroit de son choix. Pour moi, c'est quelque chose qui est un gage d'indépendance indispensable. Et ça évite beaucoup de problèmes. Dans ces éléments-là, le libre, il a une place qui est de quelle importance? Alors en fait, ça ne peut évidemment fonctionner qu'avec du logiciel libre. Parce que imagine s'il y a du logiciel propriétaire dans tout ce que tu transportes comme ça. En fait, tu as besoin d'articuler 2 choses. Tu as besoin, d'une part, d'avoir le contrôle de ton infrastructure. Ça, c'est son nuage. On a vu ça, oui, tu veux le rapatrier. Mais ton nuage, comment il peut tourner, comment il peut se reconstituer, si ce qu'il y a en dessous, donc OpenStack, dont on a fait la démonstration là, si ce n'est pas libre soi-même.
Ça veut dire que tu as des licences, des restrictions d'utilisation qui font que dans 5 ans, tu ne pourras pas l'utiliser, que sur telle machine, tu ne pourras pas l'utiliser, que tu ne pourras pas le modifier, que quand il sera un peu cassé, tu ne pourras pas le prêter à tes copains. Tu as tout ce dont on ne veut pas pour notre informatique à nous et qu'essaye de nous fourguer le logiciel propriétaire. Donc en fait, cette promesse de durabilité, elle n'existe que s'il y a du logiciel libre. Et c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qui est très absent des discours marketing, parce que les gens qui sont les plus vocaux sur l'informatique en nuage aujourd'hui, c'est des vendeurs de logiciels propriétaires. C'est aussi pour ça que l'April se fait la voix du logiciel libre dans les nuages. Ouais, le meilleur exemple, je pense, c'est Amazon EC2. C'est aussi ce qu'ils appellent prestataire cloud, mais c'est pas le vrai cloud OpenStack. Et du coup, quand on arrive sur cette plateforme-là, on ne peut plus du tout en sortir. On va pouvoir avoir à peu près le même fonctionnement, rajouter des machines, en créer, mais c'est entièrement propriétaire. On ne connaît pas le format des fichiers derrière, on ne peut pas les extraire, les faire tourner sur son portable. Et on est entièrement prisonnier d'Amazon si on va sur ce type de plateforme. Oui, c'est-à-dire qu'on peut extraire les machines. Par contre, on ne peut pas extraire l'infrastructure qui permet de refaire tourner le service. Donc en fait, on a architecturé plein de trucs sur Amazon Web Services et on peut extraire chaque composant, mais par contre, on les pose les uns à côté des autres et on a perdu toute la mécanique puisque c'est que Amazon. Donc ça n'a aucun sens, littéralement. Il y a un deuxième point qui était important, c'était le fait de pouvoir exécuter son nuage, de pouvoir le reconstituer au moment de son choix. Si on imagine un album photo qu'on feuilletterait plusieurs années plus tard, le nuage qu'on a à un moment donné, si par exemple on lit son mail dans son nuage, qu'on fait ses documents dans son nuage, c'est à plein d'égards la projection de son être numérique quelque part. Évidemment, il vieillit jamais, cet être numérique. Et quand on sera vieux et chenu au coin du feu, on voudra peut-être ouvrir nos machines virtuelles pour regarder comment on était 20 ans plus tôt. Au moment de son choix, c'est quelque chose qui nous garantit qu'on ne va pas se perdre soi-même numériquement. Le deuxième point qui fait très peur aux gens qui arrivent pour la première fois dans le cloud, c'est la sécurité. Est-ce que je risque pas de me faire pirater mes données? Est-ce qu'on ne va pas me voler? Parce que quand on l'a chez soi, sur sa machine, on a pris l'habitude de l'avoir sous la main. On a pris l'habitude de mettre des choses qui sont plutôt intimes, privées. Quand tout d'un coup, ces choses-là vont à l'extérieur, comme si ça allait sur un site web, comment on réagit? Alors là-dessus, il y a quand même deux trucs différents. Il y a la menace extérieure, qui est la même que quand on met des informations sur un site web. Et donc ça, dans les nuages, ça ne change pas. Donc si on avait l'habitude de faire un site web, on peut faire la même chose dans le nuage. On ne prend pas plus de risques. L'individu en rouge dans la foule qui va nous menacer, qui va venir casser notre site web, on l'a dans les nuages, comme on l'a partout ailleurs. Il n'y a pas de raison d'en avoir plus peur. Par contre, il y a un nouvel intervenant dans le nuage. C'est celui qui contrôle l'infrastructure qui est en dessous du nuage. Donc la personne qui fournit OpenStack. Et lui, il peut avoir un intérêt à compromettre les machines et à essayer de rentrer dans toute l'infrastructure qu'on est en train de faire tourner chez lui, en particulier si on est en une entreprise, qu'on a des données confidentielles. Et donc là, je pense qu'il faut se résigner à faire confiance aux fournisseurs de cloud. Il va falloir faire un choix. Il va falloir dire, oui, mais je choisis celui-là parce que je lui fais plus confiance qu'à un autre. Et il n'y a aucun moment où on pourra dire, je ne lui fais pas confiance, mais j'y vais quand même parce que j'ai trouvé une parade. Il n'y aura pas de parade. Je pense que ça, c'est surtout vrai pour les particuliers, parce que les entreprises ont déjà l'habitude d'avoir des serveurs dédiés chez des hébergeurs. C'est assez rarement le cas d'avoir les serveurs au sein même de l'entreprise. Donc je pense que les entreprises font déjà confiance à des prestataires extérieurs. Et du coup, le cloud n'est pas un si grand changement par rapport de ce point de vue-là. C'est vraiment pour les particuliers qui, eux, n'ont pas du tout l'habitude de cet environnement-là
effectivement, faut changer un peu sa manière de penser. Et... Sachant qu'un serveur dédié qui serait hébergé chez quelqu'un d'autre, à partir du moment où il a un accès physique, honnêtement, c'est une croyance populaire de penser qu'on est sécurisé. Finalement, il peut faire un peu ce qu'il veut. On n'est pas sûr que ce sera vraiment notre machine qui tournera au final. Hein. D'autant plus que c'est lui qui contrôle le processeur, puisque c'est un processeur virtuel. Donc là, comme on voit sur l'image, en fait, il pourrait mettre des fils à l'intérieur du processeur et dire l'instruction machin, en fait, c'est l'instruction autre chose. Littéralement, il contrôle l'univers. On est dans un univers à l'acadique où ce que voit la machine virtuelle, c'est une fiction. Donc, il n'y a aucune parade certaine pour l'utilisateur, à aucun moment. Mais pourtant, on ne parle pas de crypter, de chiffrer les données avant de les fournir justement aux machines qui les hébergent. Bon, on peut faire ça, et puis finalement, c'est ce qui est le plus sûr. C'est pas une parade totale, mais c'est la meilleure parade. C'est-à-dire que dès l'instant où la donnée quitte l'ordinateur, son ordinateur à soi, elle est cryptée par notre ordinateur à nous, et quand elle va dans le cloud, elle est déjà cryptée. Donc là, on ne s'attend pas, comme ça pourrait être le cas dans le cas de chiffrement de disques virtuels. Donc le volume qu'on a attaché à MySQL, par exemple, on pourrait dire il est chiffré, mais ça voudrait dire que la machine MySQL, elle déchiffre ce volume-là. Et comme la machine MySQL elle tourne sur un processeur qui est fourni par l'hébergeur, il pourrait toujours essayer de rentrer dedans quand même. Donc, du côté du chiffrement des disques, en fait, on n'est pas plus sécurisé. Par contre, du côté du chiffrement des objets, si on chiffre quand ça quitte la machine, on est bon. Il y a des hébergeurs qui fournissent la possibilité aussi de chiffrer pour le compte de l'utilisateur, de façon à ce que les données stockées sur ses propres disques soient chiffrées. Donc là, il faut faire confiance à l'hébergeur, mais on se protège contre des fuites accidentelles de données. Alors imaginez, on stocke tous nos mails, on demande à l'hébergeur de le crypter, donc sur ces disques c'est crypté, l'hébergeur il fait des backups pour le cas où il perd vos mails, et ces backups-là, ils partent, on ne sait pas trop où, et si quelqu'un ouvre le backup par hasard, s'il voit que c'est chiffré, il ne va pas aller chercher plus loin. Donc là, on n'est pas dans le cadre de c'est malicieux, on est plus dans le cadre du postier indélicat qui, ses yeux tombent sur la carte postale où il y a quelque chose d'intime. Là, on met une enveloppe autour de ces mails. Comme ça, si c'est perdu, on dit, bon, d'accord, on ne voulait pas que ce soit lu, donc on va le laisser tranquille. Sans oublier que là, tu parles de backup, mais c'est ce que louent certains fournisseurs, c'est de pouvoir faire des backups à travers des continents entiers. Donc si jamais j'ai des données qui sont en Amérique du Nord, d'autres en Europe, d'autres en Asie, il y a encore moins la possibilité de contrôler les facteurs qui font transiter tout ça et qui peuvent à un moment donné avoir les yeux sur la carte postale, n'est-ce pas ? Ouais, là, il y a beaucoup, beaucoup d'intermédiaires possibles. Ouais. Lors donc la semaine dernière, début octobre, il y avait un summit OpenStack où il était question de l'avenir de OpenStack en tant que logiciel libre. Et puis surtout, c'est une conférence qui est très technique. Et j'ai eu la très bonne surprise de voir qu'il y avait un track légal où il était question de brevets logiciels. Alors, il était beaucoup question des menaces qui pèsent sur OpenStack à cause des brevets logiciels, des centaines de brevets logiciels qui couvrent diverses fonctionnalités de OpenStack aux États-Unis parce que c'est un peu la folie. Donc, le conférencier qui présentait ces menaces-là a fait un panel assez inquiétant. Du coup, la fondation OpenStack qui est récemment formée va être vigilante. Et depuis la salle, en fait, j'ai eu l'occasion de mentionner l'exception européenne, où on est sauvé des brevets logiciels. Et ça pourrait être un havre pour OpenStack, pour le cas où des attaques contre la distribution d'OpenStack se présentent. Mais j'ai aussi mentionné que ce havre-là, il n'est pas éternel, il est toujours sous menace, et que l'initiative Unitary Patent, il faut absolument la soutenir pour pas que le brevet unitaire fasse réintroduire des brevets logiciels en Europe et détruise ce havre de paix pour OpenStack. Alors, j'ai espoir quand même que la Fondation soit sensible à ça et apporte son soutien à l'initiative Unitary Patent. Oui, je rappelle pour ceux qui écoutent, on est dans une année où il y a eu un jugement d'$1 milliard à cause notamment de brevets logiciels entre Apple et Samsung. Donc c'est une année assez importante médiatiquement qui restera sûrement dans les annales.
Et le dernier point concernant OpenStack et le nuage, c'est la réglementation. Donc ça, c'est aujourd'hui, tu l'as dit, il y a Amazon Web Services qui domine le marché de l'informatique en nuage et donc les données, en fait, se trouvent effectivement dans des centres informatiques qui sont à des endroits bien particuliers, dont aucun n'est en France. Alors le gouvernement, lui, est pas en France. Il y a des législations qui imposent à des collectivités locales, par exemple, de déporter leurs données en dehors de chez elles, mais de ne pas leur faire quitter le territoire français. Donc s'ils veulent utiliser aujourd'hui un nuage, elles ne peuvent pas, puisque si elles utilisent Amazon, du coup, la donnée est par ailleurs. Alors il y a aussi des réglementations sur l'hébergement des données de santé, etc. Là-dessus, il y a quelque chose qui est en train de se produire qui est plutôt positif, plutôt favorable à OpenStack et au logiciel libre. C'est le choix de OpenStack et du logiciel libre par CloudWatt, qui est un nuage à la française financé par nos impôts et appuyé par des industriels français. Donc là-dessus, il peut y avoir un mariage aujourd'hui qui permet à la réglementation d'être respectée, dans un esprit de transparence aussi, puisque dans la mesure où les logiciels libres sont choisis, il n'y a pas des boîtes noires propriétaires qui font que, même si c'est sur le territoire français, on ne maîtrise pas vraiment ce qui se passe avec les données. Et ça, c'est juste pour la France, mais on peut imaginer que d'autres pays aient les mêmes besoins et aillent dans la même direction. Donc ça complète dans les rêves qu'on peut avoir en tant que citoyen d'indépendance individuelle, avec une indépendance de l'État et une autonomie sur la technologie. Si les deux pouvaient se marier sur le long terme, ce serait bien. Et je pense qu'on a une grande chance à prendre pour l'informatique libre aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu penserais d'essayer de faire des nuages entre les citoyens, sans passer par les grosses infrastructures, les États? Pourquoi pas, entre toi et moi, on partage des machines? Est-ce qu'on pourrait? Comme je suis développeur et je suis adepte de la pratique, évidemment, oui, j'ai fait ça et je t'invite à rejoindre mon nuage. En fait, on a fait un nuage entre quelques copains et pour l'instant, il y a 8 machines. Il s'appelle Zer, comme là en anglais, donc the.re. Et c'est un nuage OpenStack dans lequel on essaye de pratiquer la liberté qu'on a aujourd'hui avec toute la chaîne de logiciels pour inventer maintenant l'avenir qu'on veut pour plus tard et donner l'exemple. Donc là-dessus, l'April pourrait peut-être lancer un groupe de travail sur les enjeux sociétaux. On pourrait participer avec cette expérimentation technique. Et moi, j'aurais plaisir à parler de tout ça pendant des conférences parce que le sujet reste encore quand même super nouveau. Mais l'April commence à s'y intéresser, puisque d'ailleurs on est en partenariat avec Loïc pour avoir des machines dans le cloud pour la partie administration système de l'April. Et on espère contribuer un jour. Aujourd'hui, on est plus consommateur, mais on espère mettre à disposition nos machines un jour. Dans Zer, il y a une machine qui est là, qui n'est pas encore utilisée, mais qui elle est là. Ouais. Donc on peut la fabriquer entre individus, entre associations. Ouais. Ce serait sympa. Donc bientôt, je peux imaginer des clouds, des nuages à base de téléphones portables, de boîtiers qui sont accrochés aux télévisions, de tous les petits périphériques qu'on a et qu'on mettra en commun dans Zer. Il faut quand même un peu de ressources. Quand même. Alors, justement, en fait, il y a l'informatique en nuage, son devenir à travers OpenStack, à minima, même si rien d'autre ne se passe, ce sera une API et des plugins. Et donc, c'est une façon d'interagir avec des ressources informatiques. Donc, oui, aujourd'hui, c'est plus des machines virtuelles et sur ton téléphone portable, tu ne vas pas mettre une machine virtuelle. Mais tu peux imaginer que tu vas interagir avec ton téléphone comme tu interagis avec une machine virtuelle, que donc on prétende que ton téléphone, c'est une machine virtuelle pour lui faire des choses. Alors, ça fait partie des extrapolations qu'on imagine aujourd'hui, qu'on voit apparaître. On dit que c'est un peu des déformations de l'idée de nuage. Mais c'est ce genre de bizarrerie qui fabrique au fur et à mesure ce que sera demain l'informatique en nuage.
Bon, et bien sur ce, je pense que beaucoup de choses à réfléchir. On va vous laisser justement poursuivre dans ces pensées, atteindre les nuages et puis venir contribuer au logiciel libre, à l'April, à la défense contre les brevets logiciels. Et à une prochaine conférence, Loïc. Ouais,